Mon nom est Julie Bruno. Je suis professeure au département de médecine familiale et d'urgence de l'Université de Montréal. Je suis aussi médecin en médecine des addictions au CHUM, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et ma recherche porte sur la transmission, sur les facteurs ou les contextes qui favorisent soit la transmission, la prévention de la transmission du VIH et du VHC chez les personnes qui utilisent des drogues, mais aussi plus largement sur l'accès et je dirais presque le droit à la santé pour les personnes qui utilisent des drogues. Alors, l'hépatite C, c'est un virus qui se transmet très facilement. Chez la population des personnes qui utilisent des drogues par voie injectable, la prévalence est souvent plus de la moitié sont infectés. Et quand ils commencent à utiliser des drogues par injection, la plupart s'infectent dans les 3 premières années d'injection. Alors, quand on parle de réduction de méfaits par rapport à l'hépatite C, on utilise beaucoup les paradigmes développés pour le VIH, c'est-à-dire essentiellement les programmes d'échange ou de distribution de seringues et les programmes de substitution comme la méthadone ou la Suboxone. Mais c'est deux, je dirais, locomotives de la réduction des méfaits qui réussissent à diminuer, qui ont diminué de façon importante l'incidence du VIH dans la plupart des épidémies, ne sont pas aussi efficaces pour l'hépatite C. Et donc, quand on parle de réduction de méfaits pour l'hépatite C, je pense qu'il faut voir ça de façon beaucoup plus globale. Puis, au-delà de ces deux locomotives, il faut aussi ajouter vraiment l'importance que la société, c'est-à-dire les autres services de santé, les infirmières, les médecins de première ligne, mais aussi la société en général, commence à voir les utilisateurs de drogue comme des gens, des citoyens dont on doit prendre soin, comme on prend soin des diabétiques, des cancéreux, etc., parce que c'est une maladie chronique, les troubles liés aux usages de drogue. Et donc, je pense que la réduction des méfaits, on doit la voir globalement sur qu'est-ce que tout le monde qui a ou qui devrait avoir des relations ou des contacts avec les personnes qui utilisent des drogues peuvent faire pour diminuer les méfaits, mais aussi pour les aider à améliorer leur santé et qu'ils consomment ou qu'ils ne consomment pas et qu'ils décident d'arrêter ou qu'ils ne décident pas d'arrêter. Parce que ça, c'est intrinsèque à la personne, c'est pas à la société de décider que tant pis, ben écoutez, ils n'arrêtent pas, tant pis, ils vont avoir des conséquences. Je crois qu'on doit être très content et qu'on doit quand même réaliser les avancées qui ont été faites avec ces programmes d'échange de seringues. J'avais la chance, ou je suis de la génération de celles qui ont vu les premiers programmes d'échange de seringues à Montréal en 1990. Et quand on pense à ça, il y avait un local. Les gens donnaient des seringues, mais ils disaient « Ah, mais on va leur donner juste une, puis ils vont venir pour une, puis on va s'occuper de deux. » Puis il y avait beaucoup de contrôle. OK, on donne des seringues, mais écoutez, ça coûte cher. Ça coûte cher, il faut qu'ils viennent souvent. Si on regarde aujourd'hui, je pense que c'est très bien établi qu'il faut avoir accès aux seringues si on veut pas s'infecter, si on veut pas se bousiller les bras, etc. Et les programmes sont devenus des programmes surtout de distribution. Je pense qu'ils sont redevenus à l'essence de ce qu'ils devraient être. Et ça, je pense qu'il faut voir qu'il y a une évolution de société là-dedans, mais c'est très bien. Il reste beaucoup de travail à faire. Je pense que la perte, entre guillemets, tant mieux, de l'épidémie de VIH qui est maintenant moins évidente. Et d'ailleurs, chez les usagers de drogue, il y a une incidence qui est quand même grande, mais c'est comme s'ils ont perdu un petit peu la pole position. Là, ils sont moins en évidence, on en parle moins. Ça fait en sorte que il y a moins d'intérêt à dire ils sont sous-financés, c'est des organismes souvent communautaires, ils doivent se battre à chaque année pour avoir le nombre de seringues nécessaires. Et il y a toujours un combat de
de l'accessibilité ou le financement de ces programmes et de l'innovation qui doit être faite dans ces programmes-là. On ne doit pas perdre ça de vue. À Montréal, on vient d'ouvrir cette année, ou l'année passée, parce qu'on est en 2018, les programmes d'injection supervisée. Ça faisait 10 ans que les gens travaillaient là-dessus et ça a été très long avant de les ouvrir. Donc, même si on a des choses qui sont avec des données probantes, souvent ça ne va pas très rapidement. On parle beaucoup de la cascade de soins. La cascade de soins, elle commence souvent dans toute la comptabilité de nos données épidémiologiques à partir du moment où la personne commence à s'engager dans des soins. Or, il y a toute une espèce de population complètement invisible, de personnes qui sont même pas tout à fait intéressées à se faire traiter. Or, on sait que une des parties de l'élimination du VIH-C, ce sera aussi en augmentant le nombre de traitements chez les personnes qui sont à risque de transmettre aussi l'infection. Donc, il y a du progrès qui a été fait. Je pense qu'on est à une bien meilleure place et c'est 25 ans de travail acharné de personnes qui y ont cru et qui ont fait ça. Mais il ne faut pas perdre le momentum. D'abord, le Canada est un pays riche, est un pays quand même novateur. C'est un pays qui a un système de santé qui est universel. Et donc, on a beaucoup d'atouts pour être un des leaders dans ce domaine. Souvent, les personnes vulnérables, c'est les personnes qui ont plusieurs comorbidités, qui souffrent de stigmatisation, d'isolement, d'inéquité sociale. Or, on a aussi la crise des opioïdes actuellement au Canada et qui touche des populations qui se recoupent beaucoup. Et je pense qu'il y a là une occasion pour le Canada de dire « OK, qu'est-ce que je fais avec tout ça? » Et je pense que le Canada actuellement a ce genre de réflexion pour d'autres populations et que c'est certainement l'hépatite C, la crise des opioïdes, et toute la vision de la pauvreté au Canada, je pense que c'est quelque chose qui peut être mis dans une vision de où on va.